Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 23 juin 2021. Au programme, quelques infos rapides. D'abord, une petite news sur l'Apple Store avec, encore une fois, des signes qui montrent que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur l'Apple Store, comme s'il fallait encore nous le montrer, mais là, effectivement, il y a des bails un peu étranges. On parlera aussi rapidement de Windows 11, encore des informations nouvelles grâce à la version bêta qui a été rendue disponible. On ne sait pas trop si c'est une erreur ou on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas elle a été rendue disponible. Et des infos sur les outils de communication. On enlève Skype, on passe à Teams. Étonnant, pas vraiment, mais c'est assez marrant qu'ils l'intègrent comme ça, vraiment très rapidement dans leur OS. Le risque, c'est aussi de perdre un peu les gens, on verra. Mais en tout cas, Microsoft préfère se tourner vers Teams et oublier un peu Skype. On parlera ensuite d'un boîtier qu'on a déjà vu, un petit boîtier de chez G-Skill, format Mini TX, un design très particulier et le premier test. On aime beaucoup ce boîtier, très beau design, mais il y a des petites craintes au niveau des flux d'air et de la chaleur. Et le test nous aide un petit peu à comprendre, même si c'est compliqué parce que c'est un test en japonais et je ne parle pas japonais. Mais je suis allé checker un peu et j'ai appris des trucs. Ça reste assez compliqué de décrypter le japonais. On parlera ensuite des ThinkPad, les célèbres PC portables de la marque Lenovo. Ces PC qui ont conquéri tout le secteur professionnel, hein. Beaucoup de pros se sont tournés vers ce genre de modèle qui a quand même un gage de qualité et de robustesse. Et là, des nouveaux choix de Lenovo. Eux aussi décident de se tourner vers AMD pour équiper une partie de ces nouveaux ThinkPad, mais pas tous. On garde un petit peu de modèles avec des puces Intel aussi sur d'autres ThinkPad plus orientés haute performance. Ensuite, on parlera de produits Asus Gundam, cette fameuse collab entre la marque de composants Asus et les robots japonais, si je ne me trompe pas. Plusieurs produits, plusieurs matériels du coup à l'effigie de Gundam avec plusieurs coloris assez intéressants. Pas que de l'ultra haut de gamme, on n'est pas vraiment dans le matériel accessible non plus, mais pas que de l'ultra haut de gamme, et ça aussi c'est intéressant. On pensait que ça n'arriverait jamais chez nous et que ce serait réservé pour le marché asiatique. Il n'en est rien, on les a enfin pour l'Europe, et ça nous fait très plaisir parce que c'est plutôt joli et plutôt de bon goût. Après en termes de prix, c'est une autre histoire. On parlera rapidement des disques durs contre les SSD, avec d'abord un petit historique qui m'a bien fait rire. Honnêtement, effectivement, les plus jeunes d'entre vous ne vont pas, ne vont pas connaître tous les matériels qu'il y avait avant, mais plutôt intéressant. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, il faut parfois faire le choix entre un SSD ou un disque dur traditionnel, suivant l'utilisation, le budget et, surtout le budget, mais aussi l'utilisation bien sûr et le besoin de quantité de stockage. On peut se tourner vers l'une ou l'autre des technologies chaque technologie a ses points forts et ses points faibles, et c'est aussi pour ça que aujourd'hui les deux cohabitent. On fera un petit tour par la DDR5 et Intel qui annonce une mise à jour d'un de ces moyens de détection des barrettes de RAM. Ça nous laisse plein de questions et plein de promesses pour enfin la compatibilité DDR5 qu'on attend fin d'année. Alors je me pose des questions, il y a des questions dont j'ai pas les réponses. On verra, on en apprendra bientôt plus, mais en tout cas on voit que tout le monde travaille d'arrache-pied sur cette DDR5 pour l'intégrer le plus rapidement possible dans les PC de tout le monde.
et c'est assez intéressant, surtout qu'on a un vrai gain de performance avec ce changement de génération. On a un petit passage écran aujourd'hui avec 3 annonces d'écran. D'abord un écran plus tourné bureautique chez Iyama. Pas de prix, mais là aussi des questions. Des questions, moi j'ai souvent des questions de toute façon. Donc voilà, un peu pas pour tout le monde, plus bureautique, très tourné télétravail. Malheureusement pas de prix. Ensuite on a Dell qui nous annonce pas moins de 4 écrans, différentes gammes, différents besoins, des écrans qui sont quand même plutôt attractifs, et le plus petit, le moins cher, plus tourné gaming compétitif, à un prix plutôt très intéressant. On finira avec un très grand écran plutôt, pas très grand écran, très grand écran, un écran Philips, plutôt taille télé, hein. Clairement on est sur du 55 pouces, mais compatible pour le gaming. On n'a pas toutes les informations, par contre on a un prix et une date de sortie, et ça c'est quand même assez intéressant. On finira comme d'habitude avec les infos cartes graphiques. Déjà, première info carte graphique, ce sera le référencement de tous les modèles en version LHR. Ils sont enfin tous référencés et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on nous en parle et c'est censé être une des solutions pour réduire un peu la pression sur le marché des cartes graphiques. À l'heure actuelle, c'est toujours difficile de trouver toutes les références et les prix, je n'en parle pas. Mais ça devrait aller mieux dans les prochains temps. On a ensuite quelques bons plans qui ne sont pas restés longtemps malheureusement, mais avec des promesses de réapprovisionnement. Donc restez sur vos gardes, ça peut vous intéresser. Une 3080 Ti qui peut être intéressante aussi dans un format très limité. Vous allez voir, on va en parler aussi, c'est intéressant, mais c'est plus un coup de com' qu'autre chose malheureusement. Et on finira avec le vrai stock et les vrais prix à l'heure actuelle à la fin, proche de 19h, où on saura ce qu'on peut acheter en fin de journée et à quel prix. Et vous verrez que on a encore des prix très élevés, mais beaucoup plus de possibilités de références disponibles. Bien sûr, c'est toujours les cartes haut de gamme qu'on a le plus en stock, parce qu'elles coûtent très cher. Mais ça va en s'améliorant, et ça, c'est pas mal. On commence tout de suite avec les news rapides. Rapide. On commence avec Apple et l'App Store. Et là, un peu une grosse blague en vrai. Vous savez qu'il y a un grand procès entre Apple et Epic Games d'ailleurs, par rapport à l'histoire de Fortnite sur l'App Store qui a été banni puis réintégré parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions d'utilisation en faisant passer leurs achats in-app sans passer par Apple, du coup pas de commission par Apple. Du coup procès, tout ça, voilà, Epic Games qui se bat pour faire diminuer cette commission de 30% sur les achats in-app via les téléphones de la pomme, donc sur le système iOS. Et aujourd'hui, on apprend quoi? On apprend que, visiblement, encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand Epic doit payer ses 30% de commission, sinon leur application dégage du store d'Apple. Certains, eux, n'ont pas à la payer. Voici l'exemple du patron de Patreon, enfin il s'appliquait à dire ça, qui s'appelle Jack Comte ou Comté, je ne sais pas, suivant ses origines, qui a du coup répondu à une interview de The Verge, donc un grand média américain, qui lui explique que il ne paye pas de commission à Apple pour les achats in-app sur son application Patreon. L'application Patreon qui est... comment ils expliquent ça, eux? Une plateforme qui permet de soutenir un créateur de contenu en devenant son presque patron, un Patreon,
incroyable, vive la communication. En gros, c'est un moyen de soutenir vos créateurs de contenu en leur envoyant de l'argent. Voilà, c'est un moyen de faire des dons, en gros. Et visiblement, eux ne payent pas de commission à Apple, alors que il n'a rien fait pour ne pas payer de commission à Apple. Il n'a pas, voilà, pas de commission Apple sur les achats dans l'App Store. Précise par ailleurs que les deux sociétés n'ont pas d'accord spécifique sur ce sujet. Donc, eux ne payent pas de commission. Ils n'ont rien négocié pour ne pas payer de conditions. Mais voilà, ils ont le droit de ne pas payer de commission à Apple. Est-ce que ça a du sens? Absolument pas. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Peut-être, mais je la vois pas. C'est assez incroyable. Vous vous rendez compte quand même qu'on a deux grosses sociétés qui se font un procès, qui se font une guerre juridique entre Apple et l'Epic Games pour ces raisons de commission, où Epic Games trouve que la commission de 30% est trop importante pour, alors qu'il y a une espèce de monopole. Visiblement, certains qui sont, je sais pas, peut-être dans les bonnes grâces d'Apple ou de Tim Cook, ou on sait pas trop, mais certains ont le droit à des, à des accords sans avoir à passer d'accord en plus, donc c'est assez incroyable, pour ne pas payer. Ça, c'est assez étrange, hein, c'est pas trop... surtout sans accord, ou alors il y a des accords secrets qui n'ont pas le droit de révéler, mais ça paraît étonnant et ça paraît assez loin de l'image que peut renvoyer Apple sur sa gestion de son store. Franchement, on était plus sur une idée où tout le monde paye, et à la limite, si des gens arrivent à trouver des accords très particuliers avec Apple, peut-être que eux peuvent avoir des commissions à la baisse, et encore, hein, pas sûr. Et on parle de commission à la baisse et pas de pas de commission du tout. Donc assez incroyable. Visiblement, encore une fois, ça nous montre que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, comme on avait pu le voir avec les histoires entre Shadow et les services de cloud gaming, comme par exemple xCloud. Shadow avait eu le droit à son application sur l'App Store, même s'il y a eu des problèmes, ils avaient été virés, puis réintégrés, puis revirés, puis réintégrés. xCloud n'a jamais eu le droit d'avoir son application, ils ont dû se débrouiller pour faire un truc, un petit bidouillage via navigateur pour être présent sur les appareils iOS. Donc assez surprenant. On continue avec les infos rapides. Windows 11 pourrait abandonner Skype au profit de Teams. C'est honnêtement ce que la plupart des gens ont pensé lors de l'annonce de Microsoft de Teams qui devenait gratuit pour tout le monde. Jusqu'à maintenant, Teams était quand même principalement réservé au milieu professionnel. En le rendant gratuit et accessible à tout le monde, Microsoft essaye de conquérir le marché le grand marché de tout le monde, quoi. Oublier juste les entreprises et le milieu pro, et vraiment arriver voilà, essayer de concurrencer par exemple Discord ou ce genre de truc. Et visiblement, Windows 11 suit bien ce mouvement. L'application Skype serait retirée par défaut du système d'exploitation de Microsoft. Alors que, et ça j'avoue que je l'ai appris dans cette news, visiblement jusqu'à maintenant on a Skype par défaut sur Windows, et en plus on a la possibilité de passer un appel Skype sans avoir à créer un compte, de ce que j'ai compris. Ce qui est plutôt intéressant pour des soucis d'accessibilité, hein, pouvoir passer un appel Skype sans avoir à créer un compte, se loguer, machin. Ça rend la chose plus simple. Du coup, petit changement. En vrai, c'est pas un gros changement parce que on enlève Skype pour mettre Teams à la place. On garde une espèce d'action simplifiée avec un autre bouton. Avant on était sur du Meet Now et maintenant on est sur du Meet and Chat, et au lieu d'ouvrir Skype, ça ouvre Teams. Donc c'est pas vraiment surprenant.
Encore une fois, Teams est devenu gratuit pour tout le monde, donc assez logique. Et c'est vrai que Skype était beaucoup en perte de vitesse. Rares sont les gens qui utilisent encore Skype, encore plus sorti du monde professionnel. Donc ça a du sens. Par contre, c'est assez soudain. C'est assez soudain et peut-être que quelques personnes vont être perdues de ce changement. Après, peut-être qu'ils n'auront pas envie de passer sur Windows 11 du coup. Je ne sais pas. Sachez tout de même que si vous êtes un fan absolu de Skype et que vous ne vous voyez pas quitter l'écosystème Skype pour vos appels audio, discussions, conférences, tout ça, vous avez toujours la possibilité de retélécharger Skype qui restera disponible dans le magasin d'applications de Windows, donc le Windows Store. Si vous voulez absolument, vous pouvez toujours garder Skype, juste il ne sera plus nativement présent dans Windows et il sera remplacé par Teams. Vraiment rien de très surprenant. On continue avec un boîtier qu'on a déjà vu, on a déjà parlé, ce fameux boîtier G-Skill, le Z5i. Un boîtier tout petit, tout mini, tout mimi aussi, avec ses deux parois en verre trempé ici et là, ici, et on n'a pas un deuxième, mais en gros, de l'autre côté, on a la même forme, la même paroi en symétrie pour refermer. Ce boîtier qui est plutôt joli, plutôt bien designé, qui est aussi vraiment petit. Mais comme on le voit sur cette photo, on a du coup pas du tout d'aération à l'avant. Et ces panneaux en verre trempé qui sont très beaux et qui nous permettent d'admirer l'intérieur du boîtier ne permettent pas vraiment une aération efficace. Du coup, on a juste une aération par l'arrière et par le dessus, peut-être un peu par le dessous aussi, ce qui peut laisser penser à des problèmes de chauffe et de flux d'air. Comme vous voyez ici dans la suite de l'article, il y a bien eu un test, mais il y a eu un test fait par des Japonais, du coup, qui écrivent en japonais, et je ne parle pas ni lis le japonais, donc un peu compliqué. Je suis allé quand même voir les tests. Et forcément, tout ce qui est en japonais, je n'y comprends rien. Par contre, on a l'avantage, et ça c'est un gros avantage quand même, japonais et français utilisons tous des degrés Celsius. Donc au niveau des températures, j'ai pu un peu guetter et effectivement, ça a quand même tendance à chauffer, surtout si vous poussez votre matériel. Et pourtant là, on avait quand même de la config plutôt haut de gamme, plutôt bien pensée, avec par contre une grosse carte graphique, mais un water cooling 280 mm haut de gamme pour refroidir le processeur. Et effectivement, si vous poussez tout, ça a quand même tendance à chauffer. Après, moins que ce que je pensais, j'avoue, je pensais que ce serait vraiment un problème. Visiblement, ça a l'air quand même assez bien étudié pour ne pas dépasser les températures problématiques et des températures qui pourraient soit venir mettre en sécurité votre PC, soit venir abîmer. Non, la sécurité se mettre avant qu'il y ait des problèmes qui peuvent entraîner des défaillances sur votre matériel. Mais ça quand même, voilà, ça sera pas le boîtier le plus orienté flux d'air et le plus aéré. Par contre, il est quand même très beau. Il est tout petit. Il est très axé sur le verre trempé, les parois vitrées, et du coup, voir ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment en termes de design, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Juste, si vous avez peur des températures, c'est peut-être pas le boîtier qu'il vous faut. Et encore une fois, c'est du mini TX, hein, donc on est vraiment dans des mini boîtiers. Et pourtant, on peut mettre quand même on a une grande compatibilité. On peut mettre un radiateur de 280 mm. Du coup, ça veut dire qu'on peut mettre quand même un processeur plutôt performant et qui peut quand même chauffer un peu. Donc on a de quoi le refroidir. On a aussi la place de mettre une vraie carte graphique. Donc on peut se faire une vraie config performante. Encore une fois, attention tout de même à la chaleur. Surtout en été. On continue avec
Lenovo qui a annoncé des nouveaux PC portables, hein, des refresh de ces PC portables très connus, les ThinkPad. On va parler du ThinkPad X1 Extreme et des ThinkPad Yoga Ryzen. Et oui, Ryzen, Lenovo a décidé de passer certains de ces PC portables ThinkPad en puce, en processeur AMD. Donc assez surprenant. En fait, surprenant de la part de Lenovo qui jusqu'à maintenant était quand même beaucoup plus tourné vers Intel. Mais ils ont l'air de suivre un peu la voie que tout le monde suit actuellement, c'est-à-dire de créer un mix, d'avoir des machines avec des processeurs AMD et des machines avec des processeurs Intel, un peu comme l'a fait tout le monde ces derniers temps, même par exemple Razer, qui allait nous présenter voilà, des PC avec processeurs AMD et du coup carte graphique dédiée. Hein. Razer, ils sont plus dans les cartes graphiques dédiées. Pardon, on parle de Razer, c'est pour ça que j'ai la ref. Du coup, première version, les ThinkPad L13 et L13 Yoga Gen 2. Le L13, très classique, PC Ultrabook 13 pouces, très léger, très transportable, un ultra portable. Le L13 Yoga Gen 2, la même chose avec les fameux PC convertibles, donc tactiles, et vous voyez, on a la charnière à 360 degrés pour l'utiliser comme une tablette. Et donc ces modèles-là seront équipés d'AMD Ryzen 5000, donc les dernières générations, plus partie graphique intégrée de ces processeurs, donc partie graphique intégrée AMD. Sinon on est sur du classique, hein, on est sur de l'ultra portable, on sera sur une très belle finition. C'est des PC à la base qui ont été plus pensés pour le monde professionnel, donc ils sont fiables, ils sont robustes, et on peut avoir des trucs performants tout en ayant un ultra portable, un poids annoncé en dessous des 1,4 kg pour ce PC 13 pouces, donc plutôt sympa. Petit point supplémentaire et nouveau, c'est la caméra. On a une caméra frontale ici, normal, c'est un PC portable, on n'a qu'une caméra frontale, HD plus IR, donc HD plus infrarouge pour avoir une reconnaissance du visage sous Windows, ce qui est plutôt pas mal, hein, à l'heure où beaucoup de téléphones se mettent à utiliser la reconnaissance faciale pour se déverrouiller. Pourquoi pas votre PC portable qui est par nature équipé forcément d'une webcam? Très peu de PC portables ne sont pas équipés de webcam, donc ça a du sens. Rajouter la technologie infrarouge permet d'avoir une reconnaissance faciale vraiment fiable, là où si vous passez de l'infrarouge, par exemple une photo peut faire marcher la reconnaissance faciale, ce qui est un peu un problème. Donc là non, on ne pourra pas tricher avec cette reconnaissance faciale, et c'est plutôt intéressant, encore une fois, pour le milieu pro aussi. Deuxième modèle, plus haut de gamme, plus performant, le ThinkPad X1 Extreme Gen 4, donc 4e génération. Et là, on passe pas chez AMD. Là, on reste dans les partenaires qu'on connaît bien. On reste avec du Intel en processeur. On va aussi chercher Nvidia pour la partie graphique. On veut une carte graphique dédiée, donc une série 30 de Nvidia qui régale. On pourra même aller jusqu'à la 3080. Oui, une 3080 possible. En plus de ça, on bénéficie des dernières technologies. En termes de connectivité sans fil, on peut avoir la compatibilité 5G. On a le Wi-Fi 6E. En termes d'écran, on est encore dans de la régalade. Écran borderless 16 dixièmes QHD+, ou UHD+, donc soit 1440p remis au format 16 dixièmes, soit UHD remis au format 16 dixièmes. En plus de ça, une caméra Full HD. On n'est pas dans la caméra HD, on va sur la Full HD 1080p sur cette caméra frontale. Ça régalera pour vos conférences. Oui. Tout ça dans un châssis qui reste très léger, 1,8 kg pour 1,77 cm d'épaisseur pour un PC de 15 pouces.
donc plutôt propre, hein, vraiment plutôt propre. Encore une fois, en termes de processeur, on pourra aller sur du i7 ou du i9 11e génération au maximum, et des RTX 3000 jusqu'à la 3080. Malheureusement, pas de date, pas de prix. Croyez-moi, celui-là sera très cher, surtout si vous voulez y mettre un i7 ou un i9 et une 3080, ce sera vraiment très cher. Mais on sera sur du très bon matériel, performant, robuste, léger. Franchement, très peu de compromis. Et on va en plus chercher un peu tout ce qu'on peut aller gratter, la 5G, la Wi-Fi, ou la Wi-Fi 6E. Ça dépend si vous parlez de la technologie ou du réseau. Parce que c'est un réseau ou une technologie. Voilà. Et la petite caméra Full HD qui régalera vos collègues ou vos amis lors des vidéoconférences. Même si vous êtes streamer. Après, je sais pas, caméra, oh, remarque, je sais pas trop ce que vaut les webcams intégrées au PC portable en termes de qualité par rapport à une webcam classique, par exemple une Logitech, comme je peux avoir moi. Je sais pas trop, faudrait comparer. On continue avec Asus qui sort enfin ses matériels Gundam, donc en collab avec Gundam, les robots géants, qui arrivent enfin en France, donc aussi en Europe. Jusqu'à maintenant, on en avait vu souvent débarquer avec la petite mention réservée pour le marché asiatique. Petite larme de tristesse hein, quand on voit réservé au marché asiatique. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir les trucs un peu stylés et un peu atypiques? Et bah cette fois, on a le droit et ça me fait très plaisir. On a plusieurs matériels avec plusieurs coloris et designs différents. On a ici du coup le matériel TUF Gaming. Donc on a un, alors que je dise pas de bêtises, on a un water cooling ici, on a le water cooling qui est ça. On a une carte mère qui est une B550. Donc vous voyez à chaque fois avec ses coloris rouges. Et le premier, j'ai oublié ce que c'était, donc on va aller voir un boîtier. Regardez-moi ce boîtier magnifique, très design, incroyable. Donc la gamme Zaku ou Zaku 2, voilà, qui du coup avec un coloris rouge, boîtier à 140 €, water cooling 240 mm à 165 € et une carte mère B550M à 190 €. Ce qui est en vrai correct, sachant que c'est voilà, des éditions un peu spéciales. En termes de boîtier, on est sur un grand boîtier, grande compatibilité avec un design travaillé, donc 140 € c'est pas non plus abusé. Côté water cooling, encore une fois, design très travaillé, 165 € pour 240 mm, c'est quand même dans la tranche haut de gamme, mais ce n'est pas non plus hors norme. Et 190 € pour une B550M. Encore une fois, on est plus dans le segment haut de gamme, mais c'est pas non plus hors norme. On est sur une carte mère qui bénéficie des dernières technologies et qui a aussi, par exemple, la Wi-Fi d'inclus. Donc c'est ok tiers. Après, on a le très haut de gamme, ultra haut de gamme, ultra premium, tout ce que vous voulez, où là on atteint des chiffres, des sommes insensées. On a d'abord un boîtier, le Rockstrix Helios Gundam Edition, qui en vrai pour le coup est plutôt joli. Hein. Franchement, moi en termes de visuel, j'aime beaucoup. Par contre, 360 €. Donc en termes de prix, c'est un peu moins attractif. Mais très beau visuel. Pourtant, je suis pas spécialement fan Gundam, mais j'avoue que j'aime plutôt bien. Donc 360 € tout de même. Hein. Pour quelque chose effectivement de très compatible, de joli, de travaillé, mais quand même très cher. Et après on a toujours des trucs très chers. On a un kit de water cooling 360 avec du coup un tout autre coloris. On est sur du blanc là, clairement, et les petits la tête du Gundam sur la partie qui reste placée sur votre processeur. Donc plutôt marrant. On a aussi des
Carte graphique Nvidia série 3000, une 3080 édition Gundam à 1600 € et une 3090 édition Gundam à 2900 €. Elles sont très chères, elles sont performantes, aucun problème là-dessus, mais elles sont très chères. Elles ont par contre un très beau design, j'aime beaucoup. Et on a aussi une alimentation, c'est un peu plus surprenant, qui est plutôt très chère. Alimentation 850 watts à 265 €, plutôt très cher. Et une carte mère, cette fois-ci compatible Intel, une Z590 Wi-Fi Gundam Edition à 290 €. Voilà, c'est plutôt joli, c'est très travaillé en termes de design. On le retrouve aussi dans les prix, le fait que ce soit très travaillé en termes de design. Mais pour les fans de Gundam, ou même de robots géants tout court, ça peut vous faire kiffer, clairement. Et encore une fois, on est heureux que ça soit disponible chez nous, là où souvent ce genre d'édition en collab est souvent réservé au marché asiatique, et on en est un peu triste parce que voilà, on a quand même des designs, des looks un peu atypiques, et moi j'aime bien les designs atypiques, j'aime bien que toutes les configs ne se ressemblent pas, j'aime bien la couleur dans les configs, donc j'aime beaucoup. Juste effectivement c'est un peu cher malheureusement, même si les éditions Zaku 2 du coup sont correctes en termes de prix, correct, pas accessible, correct. Édition Gundam, on est sur le segment d'au-dessus, quoi. On continue avec l'affrontement de deux technologies qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter, mais on va peut-être un peu les présenter quand même. On compare les disques durs traditionnels HDD versus les SSD. Petit historique qui m'a fait un peu rire. Bon, je suis pas très vieux, mais je suis pas tout jeune non plus. Et on commence par dire que le disque dur a près de 60 ans aujourd'hui, tout de même, hein, donc on n'est pas sur une nouvelle technologie, loin de là. On est sur une technologie qu'on perfectionne depuis des années. Et on compare l'ancêtre, du coup, les premiers disques durs. Et avant d'avoir des SSD, on avait quoi? On avait des disquettes, les floppy disks. Et oui, incroyable. Bon, si vous êtes jeune, vous n'avez jamais vu une disquette de votre vie. Et en vrai, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est pas terrible une disquette. Les disquettes qui ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a seulement 10 ans, Sony a arrêté d'en fabriquer en 2011. Franchement, je pensais pas que c'était allé si loin. Et honnêtement, en 2011, plus grand monde devait utiliser de disquettes. Mais ils ont quand même continué la production jusqu'en 2011. Les disquettes qui avaient un format 3,5 pouces avaient une taille maximale de 1,44 mégaoctets, ce qui représente que dalle par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Clairement, ça a été remplacé dans un premier temps par les clés USB qui étaient là avant les SSD, hein. Les clés USB qui étaient le début du support de mémoire flash, qui ensuite s'est perfectionné et a dérivé sur du SSD, même si on utilise encore à l'heure actuelle des clés USB. Quelle est la différence majeure entre un disque dur classique et un SSD? La différence majeure, c'est que d'un côté, vous avez un objet déjà qui est plus imposant de base, et surtout, dans un disque dur classique, vous avez des objets en mouvement, vous avez votre disque qui tourne, vous avez votre tête de lecture qui se déplace aussi, là où dans un SSD, tout est fixe. Donc, ça pose moins de problèmes, hein, quand tout est fixe. Et du coup, on est moins sensible à ce qui peut être choc, ce genre d'histoire. Et aussi, les histoires de chauffe, un disque dur traditionnel émet de la chaleur, là où un SSD, beaucoup moins. En tout cas, surtout sur les SSD SATA et tout. Maintenant, sur les M2, on a de la chauffe, mais plus au niveau des contrôleurs, je crois, que des cellules mémoire. Donc aujourd'hui, on a bien sûr les deux technologies qui cohabitent, SSD et disque dur, même parfois au sein d'un même ordinateur. On peut avoir des SSD et des disques durs, c'est souvent le cas d'ailleurs. Quelle est la différence majeure à l'heure actuelle
Le débit et le prix, voilà. Les SSD sont beaucoup plus efficaces en termes de débit, sont bien plus rapides qu'un disque dur. Par contre, parce qu'il faut bien un mais, un SSD coûte bien plus cher à taille équivalente qu'un disque dur. Donc, il faut savoir votre utilisation, vos besoins. Si vous avez besoin seulement de grosses capacités de stockage, mais pas forcément besoin de débit très impressionnant, autant acheter du disque dur qui vous coûtera bien moins cher qu'un SSD. Par contre, si vous avez absolument besoin de débit performant, on sait qu'elle n'a pas le choix, il faut du SSD. Alors, dans un premier temps, peut-être seulement SATA, où on est du coup sur du 500 ms. Après, on peut aller sur les SSD NVMe à des débits qui sont largement supérieurs. Hein. Mais là où sur un disque dur, vous êtes en général limité à, je sais pas, 150 ms, un truc comme ça, 150, 200 peut-être. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui la différence. Un disque dur grande capacité ne coûte pas très cher, surtout un disque dur format 3,5 pouces, là où un SSD grande capacité coûte en général une blinde, et oui. Donc suivant votre utilisation, vous pouvez avoir plus besoin d'un SSD ou plus d'un disque dur. Si vous voulez mettre le même prix entre un disque dur et un SSD, bah vous aurez plus d'espace de stockage dans le disque dur et moins dans le SSD, mais avec des débits plus rapides. Et si vous avez besoin des deux et que vous n'avez pas envie de faire de compromis, il existe, et oui, il existe des SSD grande capacité, oui, bien sûr. Par contre, ça vous coûtera une blinde. On a vu par exemple hier le SSD externe Sabrent qui est composé à l'intérieur de deux SSD format M2 qui travaillent de concert, deux SSD de 8 Tera, ce qui vous fait un SSD externe de 16 Tera, ce qui est énorme. Par contre, on a vu en termes de prix, on est aux alentours de 3000$, donc le prix est énorme aussi. En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup ont pensé que le SSD remplacerait totalement le disque dur. Il n'en est rien et il n'en sera rien pour encore quelques temps, vu qu'on est sur des prix qui n'ont rien à voir entre, par exemple, si on prend 5 Tera, un disque dur de 5 Tera à l'heure actuelle, c'est plutôt accessible. Un SSD de 5 Tera, même au format SATA, c'est pas accessible du tout. Donc voilà, ça dépend de vos besoins et les deux technologies vont continuer à cohabiter. En plus de ça, on perfectionne les deux technologies petit à petit. Donc, on aura toujours besoin et certains ont vraiment besoin de disques durs et d'abord de disques durs. Par exemple, les data centers, voilà, s'ils devaient remplacer tous leurs disques durs par des SSD, ce serait un peu la galère. Mais c'est assez intéressant et effectivement, c'est pas prêt de changer. Hein. On gardera SSD et disques durs en cohabitation suivant les besoins qu'on a et aussi le budget qu'on a. Parce qu'en théorie, si vous voulez être tranquille, le mieux c'est de prendre un SSD haut débit, grande capacité, mais dans ces cas-là, ça coûte une blinde, malheureusement. On continue avec le futur de la RAM, la DDR5, et on a des petites news d'Intel qui mettrait à jour son XMP, le XMP qui est l'outil Extreme Memory Profile qui permet de détecter et de mettre les réglages qui convient en fonction des barrettes des kits de RAM détectés. Et du coup, voilà, petite mise à jour pour prendre en charge la DDR5. Incroyable. Moi, ça me fait me poser plein de questions, cette histoire. Déjà, première question, parce qu'on a vu les premiers kits DDR5, ça oui, on les a vus, avec pour l'instant des fréquences plutôt basses. Hein. On nous annonce qu'on pourra monter beaucoup, mais pour l'instant, les kits qu'on a vus, ils étaient à 4800 MHz, ce qui n'est pas énorme. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme pour de la DDR5. Mais pour l'instant, on n'a pas les cartes mères compatibles ni les processeurs. Ça devrait arriver avec la 12e génération d'Intel et les nouvelles cartes mères qui vont avec cette 12e génération de processeurs Intel. Et du coup, moi, ma grosse question est-il possible, je n'ai pas la réponse, je préfère vous le dire, est-il possible d'avoir, par exemple, sur la 12e génération d'Intel, de processeurs Intel,
des cartes mères compatibles à la fois DDR4 et DDR5 qui du coup seraient détectées automatiquement via ce XMP 3.0 qui mettrait les réglages qu'il faut en fonction de s'il détecte un kit de mémoire DDR4 ou un kit DDR5. Je n'ai pas la réponse à cette question, sinon je vous la donnerai. Mais si c'est le cas, ça peut être très très intéressant d'avoir une espèce, j'y arrive, une espèce de génération de transition qui accepte à la fois l'ancienne génération, c'est-à-dire la DDR4, et aussi pour les gens qui décident d'investir et de s'y mettre tout de suite, les tout nouveaux kits DDR5 qui sortiront à la fin de l'année. Ce serait vachement intéressant, sachant que tout de même la DDR5, ça va arriver, ça on le sait, ça va arriver plutôt vite normalement, vu les gains qu'on devrait avoir en passant à cette nouvelle génération. Mais il va falloir qu'elle arrive, ça va, comme d'habitude, ça va coûter cher dans un premier temps. Même si les gains sont assez conséquents, tout le monde n'aura pas les moyens ou l'envie de mettre plus cher pour gagner en performance sur leur RAM. À noter tout de même que certains annoncent des barrettes de RAM qui pourraient tourner à près de 10 GHz, donc 10 000 MHz, loin de nos kits haute performance DDR4 actuels qui tournent entre 3000 et 4000. Il y en a qui vont encore au-delà, mais on commence à être sur des sommes vraiment déraisonnables pour des kits de RAM. Donc je suis très curieux de savoir si c'est possible ou pas, et je n'ai pas du tout la réponse. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo, si quelqu'un tombe sur ce live ou sur la VOD YouTube et a la réponse ou un début de réponse, je suis preneur. Je ne sais pas du tout si c'est possible, mais en tout cas j'ai vraiment hâte que la DDR5 débarque, d'avoir vraiment le retour en termes de gain de performance, savoir ce que ça vaut vraiment. Et normalement, ça devrait faire rêver pas mal de monde. Donc vraiment, j'ai hâte. Mais pour ça, il faudra tout le matériel compatible. Même si là, on a vu que la DDR5, ils sont pas en retard, hein. Team Group nous a déjà montré ses premiers kits DDR5 4800 MHz. C'était de la DDR5 très standard. On était sur des kits de 8 ou 16 Go par barrette et 4800 MHz, alors qu'on voilà, on nous tease du 10 000 MHz et aussi on nous a teasé des barrettes qui pourraient aller jusqu'à 128 Go par barrette, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Ce serait assez incroyable. Imaginez un monde où vous avez deux barrettes de 128 Go, donc 256 Go de RAM, cadencées à 10 000 MHz. Monde de fou quand même. Monde de fou. On passe aux écrans, le premier, pas le plus intéressant, mais un peu atypique, le Iyama. Son nom, le ProLite XUB 2490 HSUC, c'est la seule fois que je le prononcerai, parce qu'il n'y a pas d'effort sur les, sur les références. On est sur un écran ultra classique, 24 pouces, Full HD, donc 1080p, 60 Hz. On n'est pas pour le gaming, on est sur de l'IPS, mais temps de réponse de 4 millisecondes, rien qui nous veut du bien pour du gaming. Par contre, on a une webcam et un micro, donc plus bureautique, télétravail, vraiment télétravail, hein, là l'optique on la comprend bien. Un écran qui est borderless sur 3 bords, donc sans bord ici, sauf le bord du bas, comme d'hab. On n'a pas de prix, ça c'est dommage. Par contre, on nous apprend que cet écran est réglable en hauteur, ça ok, en inclinaison, ça ok, mais aussi en rotation et qu'on peut le mettre en mode portrait. Alors jusque là, si vous voulez, mais dans ces cas-là, la caméra, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la caméra reste sur le haut, vu qu'on ne voit pas l'arrière de l'écran? Est-ce qu'il reste sur le haut en mode portrait? Ou alors est-ce qu'il reste sur le côté? Je ne sais pas. Mais voilà, peut-être l'écran de vos rêves pour du télétravail, avec du coup une webcam et un micro intégré pour de la vidéoconférence. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, ça a été accentué par la pandémie et le recours plus ou moins obligatoire au télétravail. Mais c'est pas encore quelque chose qui est très démocratisé chez nous, on a encore du mal. Déjà, on n'est pas toujours chaud d'avoir une webcam intégrée dans nos PC portables. Alors, sur nos moniteurs de PC fixe,
hors de l'usage pro, ça semble compliqué. En tout cas pour les pros, peut-être. On continue avec Dell qui nous présente pas moins de 4 moniteurs qui vont de 34 pouces à 24 pouces. Le 34 pouces, on en avait déjà parlé. Il s'agit d'un écran du coup 34 pouces d'Alvea 144 Hz FreeSync Premium Pro qui était au format en résolution UWQHD, donc du QHD étendu, plus large. Donc au lieu d'être sur du 16 neuvième, on passe sur du 21 neuvième en 34 pouces. On avait déjà parlé. On va s'intéresser aux 3 autres. Du coup là, on a le ultra haut de gamme 34 pouces QHD étendu. Le 32, il reprend les mêmes codes. On baisse un peu la taille. On passe du coup en QHD classique 1440p. On upgrade un peu le taux de rafraîchissement en passant à 165 Hz. On garde le FreeSync, vaut mieux. On passe à 1 milliseconde, enfin on garde 1 milliseconde forcément. Donc plutôt sympa, hein, des beaux moniteurs pour voilà, kiffer son jeu, que ce soit son jeu solo ou son jeu compétitif. On peut quand même monter à 165 Hz, plutôt intéressant. Sinon, on a la même chose en un peu plus petit, exactement les mêmes caractéristiques en 27 pouces. Voilà, donc suivant la taille que vous souhaitez. Le 32 pouces s'affiche à 499 $, 500 $. Le 27 pouces devrait être un peu moins cher. Et le dernier, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Petite taille, enfin moi c'est les tailles que j'aime. 24 pouces, taille que j'aime. Dalle Fast IPS, capable de monter à 240 Hz. Du coup on est en Full HD, hein, bien sûr, 240 Hz, Full HD. Et on garde le FreeSync Premium, plus G-Sync compatible, validé par Nvidia, donc on sait qu'il sera bien mis en place. Et actuellement en promo, d'habitude à 387 €, il se retrouve à 293 € pour un écran qui est du coup qui coche toutes les cases pour faire du gaming compétitif, qui a quand même voilà le marquage Dell, donc en termes de qualité, en termes de SAV, si vous avez un problème, tout ça, on sera bien, avec un prix correct pour un écran 240 Hz. Franchement, j'aime beaucoup et je trouve que le prix est très correct pour un écran Dell avec ce genre de caractéristiques. Honnêtement, si vous cherchez un écran pour du gaming compétitif à un prix correct, ce petit 24 pouces là à 293 € est très intéressant, vraiment. On continue avec le dernier écran et là on est sur un écran massif. On passe sur du 55 pouces chez Philips. Alors en fait c'est un refresh d'une version précédente. Du coup celui-là c'est le 559 M1RYV qui remplace le 558 M1RY. La différence, elle n'est pas dans la taille, on garde 55 pouces. Elle n'est pas dans la dalle, on garde une dalle VA, ni dans la définition, on reste en Full HD, en UHD, pardon. Je commence à perdre mes mots. UHD, donc 2160p. On garde la tech qu'on adore chez Philips, l'Ambiglow, qui permet d'avoir une immersion avec du RGB assez agréable. On a aussi la barre de son Kirigal, Bowers et Wilkins qui nous propose un son haute qualité. On a aussi la certification HDR1000 qui vous promet une bonne luminosité et des beaux contrastes. La différence, elle est dans le taux de rafraîchissement. Sur l'ancienne version, on était à 120 Hz, on passe à 144. Ça, c'est cool. Deuxième point différent, on a enfin l'HDMI 2.1 qui débarque sur ces écrans UHD qui vont au-delà des 60 Hz, donc ce qui permet d'avoir la meilleure qualité sur les consoles next-gen. Et par contre, on ne sait pas, l'ancienne version était équipée de FreeSync, on imagine que FreeSync va rester, mais on ne sait pas si on a le droit à G-Sync. On aimerait quand même sur ce modèle qui coche quand même pas mal de cases pour le gaming, même si on est sur un format de télé. En termes de prix, on est à 1400 €, hein. On rappelle, 55 pouces c'est grand et ça coche beaucoup de cases pour le gaming, donc pas vraiment étonnant que ça soit cher.
disponible en août prochain, donc très bientôt. J'espère qu'on aura plus d'infos. Par exemple sur le G-Sync, j'espère honnêtement qu'on a la compatibilité G-Sync sur ce modèle. Ce serait un peu dommage pour cet écran haut de gamme de ne pas avoir accès au G-Sync. On finit avec les cartes graphiques, ça va aller très rapidement les cartes graphiques aujourd'hui. Première news qui nous annonce qu'on a enfin tous les modèles LHR référencés, attention référencés et pas disponibles en stock, mais on a enfin les 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080 et 3080 Ti en format LHR, donc bridé pour miner de la crypto-monnaie. Enfin, ça fait longtemps qu'on nous en parle, on attend toujours de les voir débarquer en stock, mais ils sont référencés et c'est déjà un début. C'est aussi ce qui va normalement permettre de baisser les prix petit à petit et ça on a hâte. Deuxième bon plan ici, des cartes qui ont été disponibles à des prix plus corrects que dans la plupart des magasins. On n'est pas encore sur des prix très attractifs, mais un peu plus corrects. D'abord une 3060 Ti de chez Zotac à 709 € dispo sur info discount, on va appeler ça comme ça, info discount. Et vous aviez aussi une 3070 Ti de chez Zotac à 900 €. À noter qu'elles ne sont plus disponibles à l'heure actuelle, mais quand je suis allé voir, il y avait une promesse de réapprovisionnement proche. Donc suivez le truc, ça peut vous intéresser si vous êtes prêt à mettre ce prix dans ces cartes qui sont des cartes dernière génération et qui sont toujours très dures à trouver en stock dans les magasins. Un autre bon plan pour 300 petits chanceux, la possibilité de s'inscrire pour pouvoir payer un bundle Nvidia et Bethesda. Et oui, vous inscrivez pour avoir une chance de pouvoir payer un bundle. C'est assez incroyable. C'est un peu comme pour les sneakers, où vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance d'avoir accès à la vente. Même bail. Ici, vous avez une inscription qui, suite à l'inscription, fera ressortir 300 personnes, 300 participants qui auront la chance de s'offrir ce bundle qui contient une copie de Doom Eternal, une carte graphique RTX 3080 Ti, visiblement celle-là, hein, visiblement, donc une Founders Edition, mais aussi une mini-figurine exclusive à collectionner Titanium Slayer assortie à l'esthétique de la carte graphique, un t-shirt exclusif Doom, un tapis de souris exclusif Doom, et 100 $ de crédit Bethesda Store, uniquement en Amérique du Nord. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la boutique Bethesda. Si vous êtes européen, la boutique européenne. Si vous êtes américain, la boutique nord-américaine, où vous avez la possibilité de vous inscrire pour ensuite pouvoir payer ce bundle qui est quand même à un prix très attractif, vu qu'il contient une 3080 Ti Founders Edition, et il coûtera 1399 € si vous êtes en Europe ou 1450 $ si vous êtes en Amérique du Nord. Si vous cherchez une 3080 Ti à un prix correct, peut-être que vous aurez la chance d'être élu gagnant pour pouvoir acheter ce bundle. On finit avec les stocks et les prix très rapidement. Comme d'habitude, les 6700 XT qui restent encore et toujours les cartes les moins chères disponibles en stock en tout temps, avec la première, la Power Color, à 870. Mais on a Gigabyte aujourd'hui qui a fait un peu de réapprovisionnement, donc on a une 3070 Ti de chez Gigabyte à 1020 €, plutôt cher, sachant qu'on l'a vu à 900 € juste avant, c'était pas la même, hein, mais c'était une 3070 Ti aussi. On a les 6700 XT de ASRock qui sont toujours là, hein. Celles-là, elles n'ont pas envie de partir. On retrouve les 3080 Gundam à 1600, la première 3080 Ti, la KFA2 à 1680, celle-là, elle reste. On a encore les nouveautés Gigabyte qui a fait du réapprovisionnement, comme je vous l'ai dit, avec une 3080 Ti à 1750, un peu cher tout de même. La moins chère des 6900 XT, toujours la même, la Sapphire Nitro Plus à seulement 1770 €. Et après, on a toujours plus cher, on a de la Gigabyte 3080 Ti à 1780, de la Asus 6900 XT à 1780 aussi.
Est-ce qu'on a à combien est la moins chère des 3090? Bim, c'est là Vega, refroidissement hybride 2280, et bien sûr on peut aller toujours plus cher avec la carte la plus chère qui est à l'heure actuelle la 3090 Asus Gundam pour seulement 2900 €. Seulement pour cette 3090, c'est bien trop. Voilà, voilà des petits stocks, je vous fais pas tout le détail parce qu'on a quasiment que des cartes qui sont à plus de 2000 €, enfin c'est la majeure partie des cartes disponibles. 3090 et 6900 XT qui sont à plus de 2000 €. C'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tous les budgets, et ça je comprends bien, donc j'y passe pas trop de temps. Voilà, on conclut là-dessus notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça vous a donné envie de revenir. Comme d'habitude, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me faire des retours, c'est ce qui m'aide à progresser. Donc n'hésitez pas en commentaire via des messages privés sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen que vous trouvez pour me joindre. Le Discord aussi qui existe si vous voulez faire des retours ou même poser des questions. Il n'y a aucun problème. Je serai là avec grand plaisir pour y répondre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi 18 h pour la suite, les nouvelles actus, avec j'espère toujours des trucs intéressants et sympathiques à vous présenter, comme c'est le cas ces derniers temps. Merci d'avoir regardé et à demain.